remercier Paul Valéry pour l'invitation et plus particulièrement Anita González-Raymond et Nathalie Blanc avec lesquels j'ai interagi, d'abord qui m'ont invité, puis avec lesquels j'ai interagi sur cette communication. Donc je sais qu'il est 2 heures de plus qu'à Monaco, ici il est 16h30, donc c'est la fin de la journée, de la fin d'une semaine. Donc je vous remercie d'être présent. Et donc je voudrais tout d'abord, ce que Bernard Mazeau a commencé à faire, rappeler ma position et effectivement la place des questions d'interdisciplinarité dans mon parcours et dans mes réflexions. Alors, effectivement, je suis anthropologue, donc dans un organisme de recherche qui a, entre autres particularités, je ne parle même pas de celle de travailler sur des problématiques de pays du Sud, bon, que vous connaissez, mais aussi d'essayer de développer, et j'y reviendrai, des recherches les plus pluridisciplinaires possibles, voire interdisciplinaires, et d'essayer de dire des choses, voire même d'agir en termes d'application, de retombées. Donc il y a quelque chose à l'IRD qui tourne autour d'une injonction à la fois à la pluridisciplinarité et à l'utilité, c'est un terme relativement vague, j'y reviendrai, de nos recherches. Donc j'ai travaillé sur des questions de santé. Alors, en effet, au début, surtout sur le VIH, et forcément, puisqu'il s'agit de cet objet, avec des connexions fortes avec d'autres disciplines, comme la santé publique, l'épidémiologie, mais aussi la psychologie, l'économie ou la démographie dans le grand champ des sciences sociales et économiques. Donc, des recherches interdisciplinaires, sachant qu'il s'agit d'une interdisciplinarité qui peut être à la fois au sein des sciences sociales et voire en dehors de celles-ci. Donc, c'est ce que j'appellerais, pour commencer, une interdisciplinarité de compréhension ou d'analyse, c'est-à-dire la rencontre de disciplines pour répondre à des questions, pour traiter des objets. Ensuite, j'ai étendu mon champ de réflexion aux pratiques de recherche en contexte de développement. Et donc ça m'a amené effectivement à réfléchir à nos pratiques de chercheurs face à des acteurs non scientifiques, mais qui ont une lecture et qui ont des représentations de ce sur quoi on travaille. Alors, de qui je parle? Je parle des médecins, des décideurs, voire des acteurs humanitaires avec lesquels on interagit pour différentes raisons. Parce que, par exemple, ils accueillent nos recherches quand on mène une étude anthropologique ou ethnographique dans un hôpital. Et donc ça, je qualifierais ça d'interdisciplinarité d'action, avec en filigrane donc la question que j'évoquais au début de l'utilité de la recherche que j'ai pu développer dans un ouvrage paru il y a quelques années, Faire de l'anthropologie. Donc interdisciplinarité de compréhension, interdisciplinarité d'action, et enfin, Bernard Mazeau l'a répété, j'ai eu des fonctions dans lesquelles je suis finalement toujours actuellement dans ce qu'on pourrait appeler la coordination, la direction ou le management de la recherche, qui m'ont mis en contact avec d'autres acteurs de champs variés, non pas pour répondre à des questions de recherche, mais pour définir des stratégies et puis pour arbitrer des moyens. Et donc ça, d'une certaine façon, parce que ça m'a ouvert à d'autres espaces disciplinaires que ceux des sciences sociales, qui étaient un peu ma communauté de départ, à ce que j'appellerais une interdisciplinarité de décision. Ou en tout cas, un contact interdisciplinaire dans l'objectif ou afin de décision. Donc, je vais essayer de croiser ces trois approches, la compréhension, l'action et la décision, pour discuter un certain nombre de questions que j'ai appelées dans l'intitulé de cette communication d'injonction qui concerne l'interdisciplinarité, soit directement, parce que c'est elle qui est explicitement visée, soit indirectement, via des pratiques que l'on rencontre dans d'autres disciplines, mais qui pour le coup, en effet, remontent d'une certaine façon, affectent l'interdisciplinarité. Avec, en ligne de mire, l'idée que je vais essayer de défendre, que le projet interdisciplinaire va pouvoir garder sa plus-value, parce que je crois qu'on est convaincu qu'il en a une, mais qu'au moins une condition, c'est qu'il évite de s'idéologiser et qu'il reste ancré dans le réel des pratiques. Ce qui m'amène à considérer que l'interdisciplinarité n'est pas tant une nouvelle discipline, donc il faudrait éviter ce que j'ai pu appeler dans un article la disciplinarisation de l'interdisciplinarité, mais qu'elle est plutôt un rapport à l'objet de recherche d'une part et un mécanisme de reconnaissance, y compris institutionnel. C'est ça que je reviendrai à la fin de mon propos. Donc, je vais m'intéresser aujourd'hui, ce soir, à ce que j'appellerais un arsenal, d'abord conceptuel, ensuite méthodologique, et enfin académique. Alors, s'agissant de l'arsenal conceptuel, là, je voudrais m'arrêter sur ce qu'on appelle les mots du monde du développement, les mots MODS,
soit qui lui sont extérieurs, mais qui ont pour point commun de s'imposer et de niveler l'esprit critique sous prétexte d'interdisciplinarité. Donc mon idée, c'est pas de critiquer facilement l'usage de ce lexique du développement, hein, mais d'essayer de comprendre finalement ce que cet usage, y compris par nous-mêmes, chercheurs en sciences sociales et anthropologues, de comprendre ce que cet usage finalement occulte et en même temps dit de l'interdisciplinarité, et qui se trouve, à mon avis, dans beaucoup de cas, j'y reviendrai, instrumentalisé. D'où la nécessité d'une vraie critique sur ces mots, sur ces concepts, d'autant plus qu'ils sont parfois promus comme étant caractéristiques des approches interdisciplinaires, précisément, alors j'anticipe un peu sur ce que je veux dire, parce qu'ils ont vocation englobante et puis parce qu'ils font foi de cette façon. Alors, le premier de ce concept, qu'on rencontre dans le lexique du développement, et en tant que chercheur à l'IRD, je ne me mets pas dans une position surplombante, même si j'analyse ce monde du développement. Je fais partie de ce monde du développement en tant que fonctionnaire de la recherche publique française déployée dans des pays étrangers afin de mener des recherches qui se multiplient pour le développement, si je fais pour. Alors, le premier de ces concepts, c'est une communauté. Ça, c'est le mot pivot des actions de développement, mais qui est rarement défini dans le monde du développement, alors qu'on sait très bien qu'il a été discuté et rediscuté, notamment en sociologie. Et qui possède un risque fort d'essentialisation, parce que, encore une fois, comme je le disais au début, il est peu fondé sur des considérations empiriques, des considérations éthiques. Mais c'est la notion de base, et tout en découle. C'est-à-dire que dès lors qu'on a défini les communautés, dès lors qu'on s'approprie la notion de communauté, à défaut de la définir justement, on va s'intéresser à la participation des communautés, à leur implication, à leur mobilisation. Bon, vous comprendrez qu'il faut mettre des guillemets à toutes ces notions. On pourrait dire que, en disant ces mots-là, en formulant ces notions, qu'elles sont relativement évidentes, et simultanément, on se dit que leur critique est assez facile et aisée. Sauf que, c'est là où ça se complique, cette notion est incorporée dans le langage de plus en plus d'acteurs du développement. Les décideurs, les agences, mais aussi, et là c'est un peu plus inattendu, les ONG, les associations, voire même les chercheurs. Ceci précisément en faisant abstraction de travaux sociologiques sur cette notion, et donc on a tout compte fait une forme de lissage par le bas de situations complexes qui sont, auxquelles renvoie cette notion de communauté. Et donc je pense que, et si j'en parle, c'est parce qu'il me semble que cette idée de nivellement par le bas de notions, c'est un biais qu'il faut éviter aussi pour l'interdisciplinarité. Donc on a donc un concept, la communauté, le concept de communauté, probablement, et comme je le disais, à tendance essentialisante. Et pour le coup, de ce fait, c'est vrai que c'est une notion qui ne peut pas laisser indifférent l'anthropologue, qui précisément s'intéresse d'abord et avant tout au lien entre l'individuel et le collectif, le social et le culturel. Donc la question de l'essentialisation est centrale. Pour être un peu plus concret, qui dit communauté dit communautaire, donc intercommunautaire. Et je pense que quand ces notions sont ancrées dans une forme de trait à penser, il est forcément difficile d'en penser la complexité. Alors je prendrai un exemple auquel on est particulièrement sensible, et je ne voudrais pas non plus aller trop loin dans l'analyse, parce que l'histoire est malheureusement en train de se faire au Mali. C'est où je suis, c'est des conflits dits intercommunautaires au Mali. Oui, ce sont des conflits intercommunautaires, mais non, ils ne se réduisent pas à des conflits intercommunautaires. Leurs racines sont ailleurs, et ce sont aussi des rapports aux autorités, aux fonciers, à leur reconnaissance qui s'affrontent. Dit autrement, alors je fais référence, mais je pense que vous avez suivi l'actualité assez dramatique de ces dernières semaines au Mali, à ces massacres récurrents entre villages d'origine, enfin de composition, je dirais, variées. Donc un engrenage assez dangereux dans lequel on est. Donc, cette actualité amène à parler de conflits intercommunautaires, ce en quoi ça suppose que la solution est dans le dialogue intercommunautaire. Alors, moi, en tant qu'observateur, je peux que souhaiter qu'effectivement, les populations en question, donc les Peu, les Dogons, que ces populations se parlent, mais ce dont on est aussi convaincu quand on analyse la situation, c'est que cela ne suffira pas à résoudre le problème structurel qui est ailleurs, qui est un problème d'absence de l'État
pour précisément faire office de médiateur, d'absence de justice, d'absence de fonction publique, de justice dans tous les sens du terme. Hein. C'est à la fois de rendre la justice, donc une culture de l'impunité qui se développe. Donc tout ça pour dire que les mots en général et les solutions en particulier orientent l'action et en rétrécissent la pensée, à mon avis, complexe qu'on doit en avoir. Un autre exemple, considérer a priori que les analyses de contexte fines, entre guillemets, vont nous permettre de comprendre les, entre guillemets, attentes des communautés en vue de leur appropriation des actions de développement. Tout ça pour dire que ces notions de communauté, dans l'exemple du Mali, là aujourd'hui, c'est vrai qu'elles permettent de guider l'action à court terme, mais ça peut être un leurre si on veut résoudre les problèmes de fond qui ont des racines historiques qui, encore une fois, dépassent la question des conflits intercommunautaires, de façon générale. Un second, je pourrais revenir sur la notion, s'il me reste un peu de temps, mais sans trop m'attarder, je voudrais passer à une autre notion, alors là qui est aussi au cœur de non seulement des actions de développement, mais aussi de la recherche qui s'intéresse à ces questions, c'est la notion d'impact. Et pas uniquement d'ailleurs, hein, y compris dans le monde de l'université dans lequel vous êtes et auquel je suis aussi de toute façon rattaché, on a de plus en plus des logiques comptables qui nous demandent de mesurer ce que l'on fait. Donc finalement, mesurer un impact. Bon. Alors ce mot d'impact, et on est toujours dans un vocabulaire, à défaut d'être guerrier, en tout cas agressif, est souvent associé à celui de cible. Bon. Et donc quand les cibles seront atteintes, l'impact sera garanti. À ceci près que le danger de cette notion, comme celle de communauté, c'est qu'elle est de sens commun. C'est-à-dire que chacun, sans être sociologue ou anthropologue, quand il entend parler de communauté, comme quand il entend parler de cible ou d'impact, a une représentation de sens commun quasi intuitive. Et donc, ce faisant, ça ne génère pas spontanément une critique. Donc c'est un mot fort, d'impact percutant. Alors on pourrait se dire, on pourrait lui préférer celui d'effet, les effets. Mais ça ne répondrait pas à la question, qui est là encore un sujet anthropologique, et qui par exemple renvoie à la question de la causalité. En d'autres termes, y a-t-il une unicité ou pluralité de déterminants qui produisent, selon un chemin à décrypter, non pas une, mais plusieurs conséquences, un ou plusieurs impacts ou effets. Donc déjà, on voit bien que quand on parle d'impact, avec toutes les réserves qu'on peut avoir avec ce terme, d'emblée, on renvoie à une pluralité de causalité que le mot ne permet pas de percevoir dans un premier temps. Sauf quand on a l'analyse, justement. Ces pluralités et ces complexités sont donc ignorées quand on parle d'impact. Et ensuite, quand on transpose ça au champ de la recherche, cela renvoie au primat de la liaison statistique sur la liaison compréhensive et explicative. En gros, le primat du quantitatif pour faire court sur le qualitatif. Et là, pour le coup, et c'est pour ça que j'en parle ici, on est bien dans une question qui traverse les réflexions sur l'interdisciplinarité. Penser le mot d'impact, c'est bien penser l'interdisciplinarité, et l'enjeu ici est de sortir des dichotomies dépassées et fausses entre qualitatif et quantitatif, et que réactif, à moindre frais, je dirais, l'usage un peu immodéré de cette notion d'impact, et partant celle de l'utilité pratique de nos recherches. Alors, un exemple. Comme Bernard Loiseau le disait, j'ai beaucoup travaillé sur le VIH, et qui dit VIH, SIDA, dit traitement, alors les traitements antirétroviraux, et notamment la gratuité de ces traitements dans un certain nombre de pays d'Afrique, qui est assez général. Bon. Et donc, pour arriver à la gratuité des traitements, qui est une conséquence pratique, je veux dire, qui change la vie des gens, en fait, qui fait plus que la changer, qui la sauve même. Bon. Il y a un rôle majeur de la recherche et du plaidoyer. Bon. On a étudié ça à l'IRD, on a travaillé sur la question de la gratuité des traitements médicaux, mais surtout on a récemment essayé de comprendre quel avait été le rôle de la recherche dans cette décision de santé publique qui, d'une certaine façon, a permis de sauver beaucoup de vies. Avec le constat que derrière l'évidence scientifique, qui est laquelle, qui est que la gratuité est profitable aux malades et au système, et ce qui était peut-être un peu contre-intuitif, qu'elle est coût efficace. Pour parler comme les économistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne pas faire payer un patient
c'est vrai que ça coûte de l'argent à la communauté, parce que si je ne paye pas mes médicaments, il y a forcément quelqu'un qui les paye pour moi. Ce quelqu'un-là, ça s'appelle la communauté nationale, ça s'appelle l'État, comme vous voulez. Mais que malgré le fait que ça a un coût annexe, ça reste économiquement viable, puisque précisément, ça évite aux malades qui va de mieux en mieux d'être hospitalisés. Donc ça engendre beaucoup moins de frais secondaires. Et donc, tout ça pour dire que derrière cette évidence scientifique, il a fallu une conjonction de facteurs pour que la preuve scientifique génère une décision. Bon. Et ça a été possible grâce à des tribunes, des plaidoyers. Bon, bref, les chercheurs et pas uniquement eux, avec les militants associatifs, avec les décideurs, sont descendus dans l'arène pour porter un discours pro-gratuité des traitements fondé sur des évidences scientifiques. Et donc, on voit bien que tout ceci, ça nécessite des analyses et non des simplifications du mode il y a une cause, on sait, je sais que la gratuité est potentiellement bénéficiaire aux malades, donc j'agis. On sait bien que toute la difficulté réside dans le donc. C'est ce que j'essaie de dire ici en disant qu'il a fallu toute une ingénierie stratégique, tactique, je dirais, pour faire en sorte que les résultats de la science soient suivis des faits. Bon. La troisième notion intéressante dans le monde du développement qui permet un peu comme celle d'impact de communauté de penser des questions d'interdisciplinarité, c'est la notion des recommandations. Bon. Alors les recommandations, comme vous le savez, c'est le chapitre final de tous les travaux d'expertise, les notes, les rapports du monde du développement. On finit par faire des recommandations. À qui? Au commanditaire ou derrière le commanditaire à l'État ou au dispositif qui est censé utiliser les résultats de l'étude en question. Là, on pourrait se contenter de dire que nous, en tant que chercheurs, on conclut. On conclut, on ne recommande pas. J'imagine que dans la salle, il y a des doctorants, vu que ces journées sont organisées par les écoles doctorales. Je ne suis pas certain que vos directeurs de thèse vous demandent de faire des recommandations au terme de votre thèse. On vous demande plutôt de faire des conclusions, voire des conclusions provisoires. Bon. Donc, on est dans l'explication quand on conclut, on n'est pas dans l'injonction. Ce vers quoi on tend quand on est dans la recommandation. Sauf que c'est plus compliqué. D'abord, on a des disciplines avec lesquelles on travaille dans des projets interdisciplinaires qui sont dans la recommandation explicite. C'est-à-dire qu'elles s'adressent aux décideurs sur la base des évidences scientifiques qu'elles ont bâties. C'est par exemple dans le monde de la santé, la recherche clinique est une recherche fondamentale extrêmement pointue. Elle va non seulement conclure, mais elle va recommander l'utilisation de tel médicament et pas tel autre. Bon. Deuxièmement, au-delà du sujet ou de la discipline qui peut se prêter à la proposition de recommandation, il y a une question qui traverse toutes les disciplines, y compris les sciences sociales, c'est celle de la fonction sociale et politique du chercheur. Le chercheur citoyen, d'une certaine façon, est donc celui qui descend dans l'arène. Et là, je plaide personnellement pour une approche empirique et pas dogmatique, comme je le disais au début, à savoir qui consisterait à dire il faut ou il ne faut pas faire de recommandations. Je pense je ne pense pas qu'il faille être dans l'injonction de ce point de vue, parce que l'empirisme pour lequel je plaide, il doit être fondé sur l'administration d'une démonstration, à défaut d'une preuve. Bon, on doit essayer d'approcher le plus près possible d'une réalité, d'une situation, ou le plausible, à défaut du vrai. Bon, je ne pense pas qu'on puisse tendre à l'explicitation du vrai en sciences sociales. Alors, on doit pouvoir s'adresser au lecteur dont on suppose qu'il puisse agir en formulant des suggestions, mais aussi en étant réaliste. Alors, tout ça peut sembler extrêmement théorique. Là aussi, je vais finir ce petit passage, ces petites considérations sur ces notions de recommandation, par un exemple très concret. On a travaillé sur les relations entre les soignants et les soignés. Bon, en gros, les médecins et les malades, les infirmiers et les malades. Bon. Et on constate deux grands phénomènes. Bon, à la fois que les malades peuvent assez souvent être très mal pris en charge, avec, dans certains domaines, et notamment dans la prise en charge des femmes enceintes et des accouchements, des violences verbales ou physiques, et en face de ça, des soignants qui sont pas
de façon essentielle ou méchante, qui ne sont pas structurellement méchants, entre guillemets, mais qui agissent de cette façon-là pour diverses raisons, et notamment le fait qu'ils ont une faible estime de soi, d'eux-mêmes, et qu'ils ont des conditions de travail difficiles, parce que, par exemple, le cas des médecins, ils font des études extrêmement longues. Alors là, je parle de situations africaines, mais qu'on peut aussi retrouver en Europe, hein, ou en France. Donc, ils font des études extrêmement longues, et ils se retrouvent dans des services démunis en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. Donc, il y a une forme de dévalorisation. Pourquoi toutes ces études pour arriver à finalement faire des pansements, si je puis dire, ou pas pouvoir soigner. Bon, donc devoir orienter les malades vers le secteur privé, par exemple. Bon. Donc, une fois qu'on a constaté ça, et à quoi s'ajoute le fait qu'il y a le discours chez les médecins, qui est normal, comme quoi ils estiment qu'une façon d'augmenter leur estime de soi et donc quelque part d'augmenter la qualité de leur travail, donc la relation qu'ils ont avec les soignants, serait d'augmenter leur rémunération. Bon. Si on s'en tient à ce discours du malade, on va aller vers une recommandation, précisément, hein, qui relève de la fausse bonne idée, qui consiste à dire on va augmenter le salaire des médecins. Si on pouvait, tout le monde serait content. Si on pouvait, on le ferait. Sauf que dire ça, finalement, c'est ne pas prendre sa responsabilité, puisqu'on sait très bien que augmenter le salaire des soignants, c'est pas à la portée de la personne qui a commandité votre étude, c'est même pas à la portée d'un ministre de la Santé en Afrique, ça se joue un petit peu plus haut, à un autre niveau, voire même en dehors du pays en question, quand c'est la Banque mondiale ou le FMI qui contrôle l'exécution budgétaire des pays. Donc, vous voyez, il y a le résultat d'une recherche, il y a intuitivement, spontanément, une recommandation qui vient en tête et qui peut s'avérer être tout sauf opérante ou utile pour la décision. Et alors, vers quoi on s'oriente dans ces cas-là? Plutôt vers des systèmes comment dire, reconnaissance du travail, de paiements complémentaires selon des indicateurs. Ça peut avoir des inconvénients, mais voilà. Donc tout ça pour dire que, y compris dans des recherches de sciences sociales, il peut y avoir des recommandations qui peuvent tomber sur le bon sens, d'une certaine façon, mais qui s'avèrent impossibles à mettre en œuvre. Alors, finalement, les caractéristiques de ces concepts et les enjeux qu'ils révèlent se retrouvent dans une notion sur laquelle je vais m'attarder un petit peu, une notion plutôt un qualificatif qui est celui de politique, le qualificatif de politique. Bon, je vais m'y arrêter parce que je pense que son usage est de plus en plus souvent, et en tout cas en anthropologie, incontrôlé, et il est susceptible de modifier les frontières à la fois de l'anthropologie avec la science politique en l'occurrence, mais aussi de l'anthropologie avec l'action du développement. Bon. Alors, je constate, et je pense que on constate, une généralisation de la qualification de politique de pans de discipline, de champs, de questions de recherche et d'analyse. Alors on va dire, et chaque fois que je dis le mot politique, il faut l'imaginer entre guillemets. On va dire les enjeux sont politiques. Les réponses des individus ou des collectifs à une menace, à un risque, sont politiques. Le tout relevant forcément d'une analyse qui sera celle d'une anthropologie politique. Bon. Bien évidemment, je ne me réfère pas ici aux travaux des politistes, qui eux ont au moins le mérite de définir la notion et non pas le qualificatif de politique, désignant et distinguant d'une part le politics, comme vous le savez en anglais, c'est-à-dire la pratique du pouvoir politique, du policy, c'est l'élaboration et l'exercice d'une politique publique. Bon. Donc, deux questions se posent ici. Est-ce que tout est également politique et n'y a-t-il pas dans l'usage non discriminé de ce mot un risque d'affaiblissement de l'idée que l'on veut défendre? Bon. Et ne peut-on pas dire que son usage quasiment mécanique ne porte pas le risque d'occultation d'autres qualifications, d'autres caractéristiques de ce quoi il s'applique? Dit autrement, derrière ce qualificatif de politique, ne parle-t-on pas tout simplement ou pas simplement, hein, peut-être de social, d'économique, de culturel? Alors, dans le premier registre, on retrouvera donc toutes les analyses anthropologiques qui qualifient de politique ce qu'elles décrivent. Alors, le choix des individus, les réponses des groupes à une menace ou à une crise, les stratégies ou les décisions des personnes ayant des positions de pouvoir ou identifiées en fonction de leur appartenance à une hiérarchie seront politiques. Là, il n'y a aucune nuance. Le qualificatif de politique est adossé à l'ensemble de ces descriptions et de façon indifférenciée.
Or, de quelle acception du politique relève-t-elle? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on considère que l'appropriation de la cause du sida, par exemple, par certains chefs d'État africains, comme ça a été le cas dans les années 90 ou 2000, qui parlent de l'expérience personnelle de chefs d'État africains, on pense à Mandela en son temps ou à d'autres, expérience personnelle parce qu'elle a touché leurs proches, son fils en l'occurrence, et qui se mobilisent pour faciliter l'accès au traitement. On qualifie ça d'une posture politique. Je crois qu'on peut en convenir aisément, car on comprend en quoi cela peut modifier les orientations de la lutte contre le sida dans le pays en question. C'est parce que c'est le président de la République, ici d'Afrique du Sud, qui portait ce discours-là. En ce sens, c'est une position politique. Mais à l'inverse, que le choix d'une personne infectée par le VIH d'adhérer à une association de lutte contre le sida, voire même de témoigner à visage découvert, ce qui demande du courage, sur sa maladie, soit qualifié de politique, à mon avis, c'est discutable. Sauf à considérer, non, mais là encore, à mon avis, c'est un abus de langage, et ça revient à ce que je disais pour les autres concepts, de vouloir trouver un autre cadre de vie, ce qui est le cas des gens qui vont dans des associations de lutte contre le sida en tant que patients séropositifs, ou que chercher des moyens de subsistance, ou encore essayer de faire carrière dans le monde du sida. Là, on a autant de motivation pour intégrer une association, sont toutes des décisions, des options politiques. Là où, précisément, je ne pense pas que c'est le cas, justement, je pense qu'il faut y voir des choix qui sont tout autant économiques que sociaux, des choix qui sont tout autant d'opportunités que de survie ou de réalisation personnelle. À mon avis, il faut se garder d'y voir des dimensions politiques a priori, ou alors, dans une acception si large que cela reviendrait à faire perdre toute spécificité aux politiques. Ceci en regard du social, du culturel, de l'économie. Un autre registre qui voit un usage, à mon avis, non maîtrisé du qualificatif de politique, c'est celui de nos propres démarches. Bon, alors, l'anthropologue effectue à nouveau dans une distinction totale, enfin, certains d'entre eux, en tout cas, une analyse politique de la situation observée au moyen d'une démarche, par exemple, d'application, que là aussi on qualifiera de politique, le tout de permettant de réaffirmer la posture politique du chercheur. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai utilisé 3 fois le qualificatif de politique, vous pourriez l'enlever, vous comprendriez la même chose. C'est bien ça le problème. Donc, lorsqu'une défaillance du système est repérée, par exemple, dans l'accès aux soins des malades, on se rend compte que certains ont accès à des traitements et pas d'autres. Bon. Est-ce que, quand on documente ça en tant que chercheur, quand on apporte des preuves, des données empiriques permettant de conclure ça, est-ce que pour autant on fait une analyse politique? Est-ce qu'on ne fait pas tout simplement une analyse qui montre les implications entre les contraintes économiques, les pressions sociales et, certes, mais pas uniquement les choix politiques? Donc là, encore une fois, l'usage du qualificatif masque une faiblesse de l'analyse, un manque de nuances et une incapacité à penser ensemble des influences et des déterminants variés. Voilà. Maintenant, et j'en finirai bientôt avec cette notion de politique pour passer à un autre point de mon exposé, il faut aussi s'intéresser à la qualification de politique du positionnement de la posture du chercheur. Là, je pense qu'on peut identifier un certain nombre de situations différentes, qui sont toutes labellisées politiques. La première, c'est la possibilité à mener une recherche dont les résultats peuvent permettre des prises de décision, par des personnes qui disposent d'un pouvoir d'action, pour porter une loi, imposer une orientation, ou développer un plaidoyer ou un lobbying auprès des décideurs. Donc là, l'anthropologue revendiquera une position politique dès lors qu'il se fixera ce type d'objectif. On pourra ajouter qu'il se fixera une obligation tantôt de moyens, c'est de faire en sorte que sa recherche ait ses effets, tantôt une obligation de résultats, c'est-à-dire faire en sorte de pouvoir suivre l'appropriation des résultats de sa recherche juste dans leur matérialisation, donc dans des lois, dans des directives, dans des discours. Mais, dans les deux cas, la démarche adoptée sera qualifiée de politique. Là, je dirais qu'on est dans une représentation classique attendue de l'implication du chercheur, qui est donc politique, avec toutefois un gradient variable dans cette implication, dans cet engagement, non pas seulement selon qu'il est l'intention ou l'effectivité de déboucher sur un changement, mais aussi suivant que l'anthropologue ait accompagné sa mise en œuvre ou simplement tenu un rôle de passeur de ses conclusions. C'est-à-dire, est-ce qu'il est allé jusqu'au bout de l'appropriation par le décideur politique des résultats de sa recherche. Une autre situation qui vaut aussi de qualifier de politique la démarche de l'anthropologue est celle qui l'amène à participer, donc, à travers les résultats de ses travaux, à une amélioration des conditions de vie du groupe
auprès duquel il a travaillé. Alors là, on est en fait dans un régime d'effets pratiques. Et ce sera le cas d'une recherche sur le sida qui permettra, par exemple, après avoir étudié la situation, notamment les conditions d'accueil des malades, les relations entre les soignants et les soignés, de modifier l'accueil du patient, d'améliorer, de modifier le contenu des conseils qui lui sont donnés. Et donc, tout ça, afin de prévenir tout risque de stigmatisation. C'est des situations qu'on a vécues, qu'on continue à vivre. Donc, voilà, on peut avoir des recherches qui débouchent sur ce type d'intervention. Mais je voudrais préciser ici qu'à la fois à l'échelle qui est locale, que les acteurs qui portent ces changements, qui sont des médecins, ne sont guère comparables à ceux du précédent cas de figure, qui sont des décideurs politiques, pour le coup. Et à mon sens, c'est faire preuve d'imprécision que de qualifier de politique, au même titre que ce qu'on pourrait qualifier la première situation, le choix de l'anthropologue de réaliser une recherche qui intègre ce type de conclusion, de transformation possible. En toute rigueur, autant dans le premier cas, l'influence de la décision politique, on met dans une approche politique du chercheur, en toute rigueur, là, on n'est plus dans une perspective pratique et opérationnelle. Alors que, encore une fois, c'est pour ça que j'en parle, très souvent on va considérer que là, le chercheur a fait œuvre politique. Une troisième attitude qui est à mon avis difficilement qualifiée de politique, c'est celle qui verra le chercheur, l'anthropologue, venir en aide aux personnes qui l'ont accueilli. Par exemple, on peut être sollicité pour acheter des médicaments, pour donner de l'argent, pour payer des factures, pour intercéder avec des personnes dans l'entourage familial. Bon, et tout ça pour des raisons morales parfaitement respectables. Là, je ne me situe pas à ce niveau-là. Bon. Que la politique du chercheur soit de fournir une aide, ça ne définit pas pour autant une anthropologie politique, c'est ce que je veux dire. Bon, sauf si l'on considère que la recherche est par essence politique. Ce qui revient, encore une fois, et je boucle un peu la boucle, à ne pas la définir, et donc ça rend nullement service à l'idée politique. Donc de ce point de vue, encore une fois, je répète qu'il est impératif, à mon sens, de distinguer l'objectif d'application de la visée politique. Bon, je ne vais pas être trop long sur ces questions de difficultés, je dirais, autour de la politisation en termes de qualificatifs de démarche de recherche de l'anthropologie. Simplement pour dire que dans mon domaine, effectivement, l'anthropologie de la santé, que je ne considère pas comme étant une discipline, mais comme un champ de l'anthropologie tout court, depuis peu, on a vu émerger, là encore une fois, et c'est ça qui a généré, et je finirai là-dessus, cette réflexion, le qualificatif de politique. Tout d'un coup, on a vu des collègues qui faisaient de l'anthropologie de la santé dire qu'ils faisaient de l'anthropologie politique de la santé. Ce faisant, ils ne travaillaient pas sur d'autres objets, mais sur d'autres méthodes que celles ou ceux qu'ils utilisaient quand ils faisaient de l'anthropologie de la santé, l'anthropologie médicale tout court. Donc là, voilà, je ne veux pas être excessivement critique avec la notion de politique, mais simplement, je plaide justement pour pouvoir la préserver je plaide pour un usage bien déterminé, bien délimité, sinon on risque d'affaiblir et d'affaiblir la notion par un usage tout azimut. Alors, après ce point qui sera le plus long dans mon exposé sur ce que j'ai appelé l'arsenal conceptuel, ce que ça nous dit de notre pratique de recherche en tant que chercheur en sciences sociales, et donc, d'une certaine façon, nos liens avec les autres, disciplines, acteurs du développement, là je vais passer à ce que j'ai appelé l'arsenal méthodologique. Bon. Je crois qu'on est tous convaincus que l'interdisciplinarité aura du sens, elle sera novatrice, que si elle se fonde, et uniquement si elle se fonde, en partie en tout cas, sur la rigueur méthodologique des disciplines qu'elle convoque. Bon. Et non sur un nivellement au plus petit dénominateur commun des méthodes de chacune. Et concrètement, l'anthropologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plaider pour le continuum entre la construction de l'objet, la méthode, on parlera de méthode qualitative, l'analyse et l'écriture. Et je pense que isoler l'un de l'autre est fatal. Bon. Dit autrement, l'anthropologie, c'est pas que des entretiens. C'est pas que des entretiens, sinon ça s'appelle du supplémentaire, ça s'appelle de l'illustration. Bon. Selon l'humeur du jour. Bon. Je pense que l'interdisciplinarité cristallise des interrogations récurrentes en anthropologie relatives à nos choix méthodologiques et à ce que j'appellerais notre utilité relative.
Si on réfléchit à l'implication du chercheur anthropologue dans une recherche pluridisciplinaire, ça suppose une discussion, je crois qu'on le sait tous, en amont, sur les outils de collecte de données de chacun et sur les notions mobilisées. Donc, lorsque l'anthropologue est sollicité pour participer à une étude portée par d'autres disciplines, et donc lorsqu'il n'est pas l'initiateur, le porteur de l'étude, toute la difficulté est de faire accepter une démarche, c'est-à-dire encore une fois, non pas uniquement permettez-moi de faire quelques entretiens pour illustrer vos constats statistiques, vos liaisons statistiques, hein, merci d'écouter ma problématique, la construction de ma problématique, ma méthode, je viens de le dire, mais aussi les techniques d'analyse. Et donc c'est ça, cette démarche qui permet de revendiquer le qualificatif d'anthropologie. Mais avec la difficulté qui est que le modèle de l'anthropologie n'est pas aussi stable qu'on pourrait le penser dans l'esprit des disciplines avec lesquelles il est question de travailler. Dit autrement, les disciplines avec lesquelles on travaille en tant qu'anthropologue, en tout cas moi c'est mon expérience dans le domaine de la santé dans des contextes de développement, c'est pas forcément ce que nous en tant qu'anthropologue on pense être une discipline. Bon. Alors, sur la notion des concepts, quand je dis qu'il faut discuter très en amont, un exemple très précis. Précisément, quand on travaillait à l'époque sur l'accès au traitement du antirétroviraux du sida en Côte d'Ivoire, on avait monté un projet pluridisciplinaire avec des économistes, des démographes et puis des anthropologues. Et on voulait étudier la question des coûts. Voilà, la notion de coût, elle s'entend d'une certaine façon par l'économiste, hein, c'est-à-dire ce que ça me coûte de me soigner. Hein, c'est des coûts directs, on va ajouter à ça les coûts indirects, c'est-à-dire qu'en étant malade, il y a un certain nombre de revenus que je n'ai plus, parce que je suis obligé de laisser mon travail, par exemple, hein, où il y a une pression financière qui s'accroît parce que je vais être obligé de déscolariser des enfants, par exemple, pour pouvoir payer des traitements. Et on voit bien qu'à cette notion de coût, c'est assez trivial à ce que je dis là, l'anthropologue l'interpréter différemment et parler, lui, plus de coûts sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie dans un ménage dans lequel c'est l'homme qui faisait vivre la famille, que dorénavant, ça va être la femme qui va devoir devenir chef de ménage. Il y a un coût social à assumer pour la famille, pour l'homme en particulier. Bon, voilà, ça c'est assez simple, on voit bien qu'il y a cette notion de coût. Il faut, en amont, quand on décide de mener une recherche avec deux disciplines, s'entendre pour éviter les malentendus. Donc là, je voulais m'arrêter quelques secondes sur un travers de certaines études anthropologiques qui développent une forme de représentation de ce que les autres disciplines attendent d'elles. Alors ces représentations génèrent des pratiques, des choix méthodologiques qui, à mon avis, échouent doublement. D'abord, à la fois ne satisfaisant ni au principe de l'anthropologie, ni à ceux des disciplines auxquelles, en tant qu'anthropologue, on pense plaire. Donc ça passe par une réduction de l'ambition méthodologique qui peut servir d'argument de nouveaux modèles. Mais un modèle par le bas. Donc justement, c'est celui qui consiste à accepter de faire office d'anthropologue alors qu'en fait, on ne fait que des entretiens, par exemple. Bon. Donc c'est un modèle par le bas, qui est offert, qui est donné sur un plateau aux disciplines qui sollicitent l'anthropologie. Je m'arrêterai là pour illustrer sur le rapport aux chiffres dans les textes des anthropologues. Soit des chiffres qu'ils produisent eux-mêmes, soit qu'ils les empruntent dans leurs documents pour étayer leurs propos, pour introduire leurs analyses. Alors, production de chiffres, premier cas de figure. Bon, c'est pas aussi exceptionnel qu'on pourrait le penser, et je pense ici aux travaux d'anthropologues qui produisent des données statistiques dans une forme de mimétisme des enquêtes quantitatives. Alors ça, c'est la version la plus critiquable de cette fascination caricaturale pour le chiffre. Bon, mais qui existe pourtant, on observe. Bon. Et donc, on a des analyses qui commandent des résultats obtenus auprès de 6,66% des personnes, ou 66,6% des personnes, alors qu'il s'agit des 2 tiers ou de 2 personnes sur 30 rencontrées pour des entretiens. Donc là aussi, évidemment, pourquoi mettre en chiffre ce qui ne relève d'aucune mesure et qui ne nécessite aucun des outils d'analyse des chiffres. Si ce n'est pour donner un vernis de formalisme, peut-être même de scientificité, de rigueur en tout cas, à l'analyse. Donc ça relève de ce que j'appelle une forme de péché d'orgueil, mais qui ne s'arrête pas à cette présentation chiffrée en tableau que je traduis de l'étude. Ça se repère aussi dans ce qui en découle, à savoir une montée en généralité fondée sur des chiffres qui n'ont aucune valeur statistique, de représentativité. Et donc, pour dire les choses très clairement, on donne les bâtons pour se faire battre en tant qu'anthropologue.
hein, pour se faire battre par les disciplines de la mesure, justement. Bon, ça, situation facile à critiquer, on en conviendra. La situation, à mon avis, est un peu plus complexe lorsque l'anthropologue présente un corpus de plusieurs centaines d'entretiens qui sont décryptés au moyen de logiciels d'analyse de discours. Là, la mise en chiffre des résultats se justifie d'un point de vue purement formel. Mais avec quand même deux prérequis sur lesquels il faut s'arrêter. C'est le premier, c'est de s'assurer que l'anthropologue a bien réalisé lui-même les centaines d'entretiens en question, parce qu'il faut le rappeler. Hein. Alors, ça ne peut pas être le cas, mais il faut l'objectiver dans ces cas-là. Hein. Parce qu'en fait, on sait bien qu'une des forces, mais aussi c'est une des exigences, c'est une des difficultés de notre démarche anthropologue, c'est d'établir une relation avec nos interlocuteurs qui débouche sur un ou plusieurs entretiens. Et que donc, ce qui est enregistré dans le cadre de l'entretien, c'est le fruit de cette relation singulière et qui ne peut pas être porté et donc morcelé par plusieurs personnes, sans que le contenu de ce qui est dit en soit affecté. Je pense que c'est un principe. Alors là, je ne veux pas plaider pour une anthropologie d'arrière-garde, et j'ai rien contre l'utilisation des logiciels de traitement des discours qui permettent de multiplier le nombre d'entretiens. Simplement, il va bien falloir faire comprendre, en tout cas expliquer, si c'est une même personne qui a collecté ces entretiens ou plusieurs personnes, parce que ce n'est pas sans incidence sur l'analyse qui peut en être faite. Le second prérequis d'une collecte de ces types-là, de données, de plusieurs dizaines, voire centaines d'entretiens, c'est relatif à la nature des mesures, donc des analyses qui sont effectuées. Et là, je me contenterai juste de soulever des choses que vous connaissez très bien, des questions qui sont posées par les utilisations de logiciels d'analyse du discours, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mesuré, est-ce que c'est la récurrence de mots, d'expressions, d'idées, de ressentis? Comment définir, identifier la construction de ces idées, ces ressentis qui peuvent être amenés et développés de façon fort différente d'une personne interrogée à l'autre? Alors je sais que tout ça, c'est pas forcément très original, hein, ce que je dis pour les adeptes des logiciels d'analyse du discours, mais c'est autour de l'idée générale, quand même, qui mérite d'être parabolée, je pense, qu'il s'agit d'un outil qui devra être alimenté et paramétré par une personne et par l'anthropologue lui-même. Donc à minima, il conviendra de s'assurer que ce travail de préparation est effectué, ce qui, à la lecture des textes utilisant ces outils, n'est pas toujours le cas, ou enfin en tout cas, c'est pas systématiquement explicité. Comme je disais il y a quelques secondes, moi je n'ai pas des difficultés naturellement pour ces évolutions méthodologiques à condition qu'elles soient explicitées. Donc, il faut être précis et transparent sur l'usage que l'on fait de nos outils, y compris d'ailleurs pour les analyses manuelles des entretiens. Bon. À une différence près, à savoir que des entretiens en nombre réduit, analysés manuellement, n'ont pas pour objectif de générer des chiffres, contrairement à l'analyse informatique de gros corpus d'entretien. Bon. Quoi qu'il en soit, il est essentiel que l'anthropologue qui génère ces statistiques ait une approche critique de leur production, ne soit pas, comme cela arrive, dans une forme de confiance aveugle dans l'outil et dans la fascination pour les chiffres qui peut en découler. Donc, cette fascination pour les chiffres, c'est le second point que je voulais aborder sur cette question-là, c'est en lien aussi avec les chiffres produits par d'autres. Bon. En général, la description du contexte d'une recherche, c'est l'occasion pour l'anthropologue de mobiliser un certain nombre de données chiffrées relatives à la démographie, de l'endroit où on travaille, de la population, de l'espace, à son économie, à sa situation épidémiologique. Bon, ça, c'est un exposé classique du cadre, du contexte de l'étude, comme on dit, dont on peut parfois regretter qu'il ne soit pas précédé d'une présentation de l'origine de ces chiffres. On dit autrement, une analyse sur critique de la production de ces chiffres. Et toute chose égale par ailleurs, on ne manque pas d'être étonné, enfin je trouve, par le contraste entre le fait que les journalistes expliquent, hein, alors la comparaison est un peu osée, enfin allons-y, hein, que les journalistes expliquent comment un sondage préélectoral est fait, ben, ils l'expliquent réglementairement, c'est demandé par la loi, alors que de leur côté, certains anthropologues ne s'obligent pas à cet exercice de réflexion sur la production des chiffres qu'ils empruntent. Je rappelle que je suis anthropologue, malgré tous les mal que j'en dis, mais j'aime bien cette discipline. J'ajouterai que ces analyses des statistiques existent et qu'elles sont riches d'enseignements sur les enjeux économiques, politiques, de construction des données chiffrées de leur diffusion. Et donc, encore une fois, je plaide pour une réflexion sur le chiffre afin d'éviter une forme de fascination qui, derrière, c'est pour ça que j'en parle dans cette conférence, dans ce propos sur l'interdisciplinarité, parce qu'à mon avis, derrière cette fascination du chiffre, il y a une fascination pour les disciplines du chiffre. Hein,
dont c'est le métier. Et donc effectivement, ça renvoie à ce qu'on peut appeler des ambiguïtés de la relation de l'anthropologue à la pluridisciplinarité. La première consisterait à vouloir porter à soi seul la pluridisciplinarité, et donc à être simultanément anthropologue, économiste et épidémiologiste, sans avoir les compétences et les formations des deux dernières disciplines. Donc, encore une fois, on observe là une forme de mimétisme maladroit des usages des chiffres, des tableaux ou des graphiques, des sciences dites dures. Et on sait bien que l'anthropologie sera d'autant plus ouverte dans cette discipline qu'elle ne cherchera pas à les imiter. Et la seconde manifestation de cette ambiguïté réside dans la difficulté à développer une lecture critique des chiffres que l'on juge intéressant pour son analyse, ceci avant de les utiliser. Comme si, alors là c'est mon interprétation, comme si ce type d'analyse a priori reviendrait à mettre en doute la rigueur des disciplines avec lesquelles on travaille et qui utilisent ces chiffres. Alors c'est pas le cas, au contraire. Voilà, donc je vais finir maintenant par le troisième point qui sera beaucoup plus court sur ce que j'ai appelé, après l'arsenal conceptuel et l'arsenal méthodologique, l'arsenal académique. Bon. La première chose à ne pas perdre de vue, hein, c'est que dans la science, alors on va dire mondiale, française, peu importe, hein, les sciences sociales sont au cœur des questions, mais en marge des agendas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je vais imposer quelques grands mots, mais c'est pour me faire comprendre, c'est que le cours du monde, hein, le monde comme il va, hein, comprendre le monde, ça appelle plus que jamais la mobilisation d'une interdisciplinarité forte, et plus que jamais l'analyse, le regard des sciences sociales. On pourra même dire de la sociologie et de l'anthropologie, hein, si on veut être un peu prétentieux. Mais c'est vrai. Bon. Par exemple, pourquoi les gens se déplacent? Pourquoi ils migrent, hein? Pourquoi les réfugiés? Pourquoi les montées en puissance des revendications identitaires ou nationalistes? Ça, aucun des pays n'en est épargné. Comment penser l'avenir? Et on pense à tout ce que, en termes politiques, on parle de transition écologique. Là, si on n'a pas des questions qui interpellent directement les sciences sociales, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Bon. Pour autant, l'agenda de la science mondiale, on se dirait, ben voilà, les sciences sociales vont être au cœur de la science mondiale. Maintenant, l'agenda de la science mondiale n'est pas science sociale centrée. Je prends un exemple. Les sciences dites dures. Bon, on va parler ici de physique de l'atmosphère et des océans, de modélisation mathématique des courants et des températures. Elles prédominent, ça se comprend, hein, ça a du sens, ça produit des évidences dans l'analyse des transformations du climat. Les sciences sociales ne sont pas totalement absentes de ces analyses sur le changement climatique. Mais, premièrement, elles viennent en appoint, pas en approche explicative. Et c'est là le paradoxe. Alors que c'est l'action de l'homme qui est en jeu, qui est responsable du dérèglement accéléré du climat. Et d'une certaine façon, sans faire de procès d'intention, ne pas mettre les sciences sociales au cœur de l'analyse. Mais en disant ça, je jette la pierre aussi bien aux sciences sociales qu'aux sciences dures. Hein. Ne pas mettre les sciences sociales au cœur de l'analyse d'un phénomène anthropique, l'activité de l'homme au changement climatique, c'est peut-être donner du grain à moudre aux révisionnistes, qui précisément ne voient pas la main de l'homme dans la transformation du climat. Bon. Deuxièmement, quand elle est mise en avant, c'est parfois à mauvais escient. Quand les sciences sociales sont mises en avant, c'est parfois à mauvais escient. Et là, c'est autrement problématique, c'est-à-dire qu'on leur fait lire, on lui fait lire, ça dépend à quelle science sociale on mobilise, c'est qu'elle n'a pas montré. Par exemple, on a beaucoup plus de discours que de faits démontrés sur l'impact du changement climatique sur l'immigration. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des migrations, il y en a certainement déjà, causées par les transformations du climat, mais là, de façon assez intéressante, on a beaucoup moins d'études d'ampleur que pourrait le laisser penser le discours ambiant, qui laisse entendre que la preuve est administrée. Hein, tous les facteurs mobilisables. À tel point d'ailleurs que dans le récent appel d'Emmanuel Macron suite à la position anti-climat, anti-changement climatique de Trump, il y a eu, vous savez, un appel à candidature, à projet de chercheurs internationaux, y compris français, sur les questions de changement climatique. Et on a un collègue dernier qui a décroché un financement dans le cadre de cette appel à proposition, précisément pour étudier le lien entre l'immigration et le changement climatique. Mais c'est assez intéressant parce que, encore une fois, si vous lisez la presse, si vous écoutez les journalistes ou la vote publique, c'est pas du tout méprisant, hein. On a l'impression qu'on a 10 000 études sur le lien entre le changement climatique et l'immigration, on en a très peu.
Ça ne nie pas l'existence du phénomène, mais c'est simplement l'administration de la preuve. Et quand même, on veut baser nos actions sur l'administration de la preuve. Alors, dans un autre registre, toujours dans ce que j'ai appelé là cet arsenal académique, on a au niveau institutionnel, et ça me semble un point à relever, une promotion systématique et tout azimut de l'interdisciplinarité, mais qui est problématique, non pas cette promotion-là, mais c'est qu'elle va de pair avec la persistance des évaluations en silo par discipline, c'est le cas au CNRS, ou par bloc de discipline à l'IRD, mission sociale. Bon. Dit autrement, comment veut-on promouvoir l'interdisciplinarité? Moi, je veux la promouvoir quand l'évaluation des chercheurs, qu'il s'agisse de les recruter ou de les évaluer une fois qu'ils sont en poste, se fait par discipline, voire même par corps de discipline. C'est une difficulté. Donc l'injonction n'est pas suffisamment suivie des faits dans l'évaluation de la recherche. Bon. Et toute la sociologie des sciences nous montrer que effectivement il faut des discours, il faut des impulsions politiques pour faire avancer un champ, pour créer une discipline, pour créer l'interdisciplinarité, je ne sais pas, mais que tout ceci est vain s'il n'y a pas un appareillage, s'il n'y a pas des structures qui suivent. Autre point, je pense que si on imagine une interdisciplinarité hors des sciences sociales, je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'à l'échelle d'une institution de recherche, les sciences sociales sont minoritaires. Donc, c'est pas parce qu'on a des objets nobles, pour faire ce que je disais tout à l'heure, qu'on a un pouvoir ou une position d'autorité particulière. Tout ça, et là je ne pourrais pas développer, parce qu'il faut, je crois, garder en mémoire le fait qu'on fait des thèses en sciences sociales, particulièrement en anthropologie, par exemple, et là je vais énumérer un certain nombre de pratiques qui ne sont pas du tout communes dans l'espace scientifique parmi les autres sciences que les sciences sociales. Donc là, il faut prendre de la hauteur par rapport à notre microcosme de sciences sociales, même si en lui-même c'est très vaste. On fait des textes qui sont des textes originaux. Ça, c'est l'affaire. À l'IRD des sciences sociales, c'est 20% des effectifs. Bon. Et quand je m'occupais des sciences sociales à l'IRD, j'ai discuté avec mes collègues qui avaient beaucoup plus de chercheurs sur leur responsabilité, de labo. Pour eux, une thèse, c'est une compilation d'articles. Voilà, première singularité des sciences sociales. Il faut défendre ça. On peut le défendre entre nous ce soir, entre sociologues, entre anthropologues, quand on reste entre nous. Mais entre nous, c'est pas ce qui fait avancer les sciences sociales. C'est pas ce qui leur permet d'avoir plus de reconnaissance. On a des rapports au collectif, parfois assez labiles, qui ne sont pas suffisamment solides par rapport à ce qui se passe dans d'autres grands corps de discipline. Bon. On a des politiques de signature des articles qui, là aussi, étonnent beaucoup. Comment peut-on signer soi seul un article alors qu'il y a X autres personnes qui nous ont permis de faire la recherche? Pourquoi ne sont-ils pas co-signataires? Bon, voilà, c'est des politiques de signature. Là aussi, on se singularise. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples. Je veux dire une seule chose, c'est que ces singularités, il ne s'agit pas de les mettre à bas, sinon ça serait contradictoire à ce que je disais tout à l'heure, que l'anthropologie ne sera forte dans l'interdisciplinarité qu'à partir du moment où elle sera solide et quelque part un petit peu ferme sur ses méthodes. Non, là où le bas blesse, c'est qu'on n'objective pas ces difficultés, parce qu'on est très souvent dans un entre-soi qui consiste à dire le fait qu'on signe seul un article, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le c'est comme ça et c'est pas autrement, ou c'est apprendre et à laisser, c'est totalement suicidaire pour les sciences sociales, parce qu'encore une fois, quand bien même on s'intéresse à des phénomènes majeurs, massifs, pour lesquels on n'imagine pas qu'on puisse se passer de nous, on va se passer de nous parce qu'on a des pratiques dans tous les domaines qui ne sont pas suffisamment objectivées. Donc il faut faire preuve de pédagogie. Sur certains points, il faut s'adapter. Et là, je pense que précisément, la pratique de l'interdisciplinarité nous aidera dans notre entreprise pour gagner en crédibilité vis-à-vis des autres corpus de disciplines, vis-à-vis des autres sciences, et en poids, parce que c'est aussi l'objectif quand même de notre démarche dans les débats internationaux. Je vous remercie. Bonjour, alors pardonnez-moi, je suis arrivé un peu en retard, franchement très en retard. J'ai pas eu le temps
j'ai passé à l'ensemble de la présentation. Je me posais une question dans le rapport sur la question de l'interdisciplinarité élargie, notamment avec ses intérêts, j'ai entendu donc ce que vous disiez à la fin, entre sciences humaines et sociales et ce qu'on appelle pudiquement ici des autres sciences, d'une certaine manière. Je me demandais s'il n'y avait pas aussi une question à travailler aussi dans ce truc interdisciplinaire, qui est la question de l'administration de la preuve en sciences, voilà, en sciences dites dures et en SHS, et s'il n'y avait pas aussi un effort de notre part à faire dans ce champ-là. Alors sans viser voilà, les théories à la Popper, etc., la reproductibilité, etc., mais cependant quand même néanmoins voilà, administrer nos corpus, nos matériaux, nos méthodologies, et se mettre un peu en état de vulnérabilité empirique en quelque sorte pour construire voilà, intelligemment un terrain de recherche réellement interdisciplinaire, et donc pour apparaître un peu plus sérieux, je dirais, vis-à-vis des autres sciences, comme je disais tout à l'heure. Vous voulez que je réponde tout de suite? Oui, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'est... Voilà. Oui, merci monsieur. Oui, la question est vraiment importante. Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Bon. Le premier, pour reprendre un petit peu la classification de Passeron, c'est de considérer que l'anthropologie, à l'image de l'histoire, fait partie des sciences historiques. À côté des sciences historiques, on a les sciences de la mesure. Bon. Tout ça pour dire que si on fait partie d'un ensemble de la science, on ne le fait pas de façon égale. Bon. Et donc, ça c'est par rapport à votre remarque sur l'administration de la preuve. Donc, effectivement, moi j'ai pas de difficulté à dire que on peut très bien imaginer que deux séries d'observations faites par des anthropologues différents ne génèrent pas forcément les mêmes conclusions. Bon, alors est-ce que c'est le regard de l'anthropologue qui génère des conclusions différentes, ou est-ce que c'est le réel qui a évolué entre deux observations? C'est un peu... Bon, mais je crois que la question reste ouverte. Pour autant, c'est pas un coup porté en disant ça à la scientificité de l'anthropologie. Le coup porté, et c'est le second point sur lequel je voulais intervenir, c'est quand, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on n'objective pas nos méthodes. Bon, on n'objective pas nos méthodes. Je pense que certains d'entre vous ont déjà été dans des commissions interdisciplinaires d'attribution de bourses, de financement, etc., etc. Quand on n'est pas entre nous, anthropologues, on n'est pas entouré d'amis. On n'est pas entouré de gens qui savent, par l'esprit du bon Dieu, ce que ce sont des observations, ce que sont des entretiens, ce qu'est une analyse qualitative. Il faut leur expliquer. Hein. Et moi, je suis totalement désarmé pour défendre le dossier d'un anthropologue, quand en gros, il dit, je vais faire une analyse, je vais faire une enquête anthropologique. Hein. Et c'est quoi une enquête anthropologique? Et c'est quand on commence à creuser, quand soi-même on se pose la question, on essaie d'écrire noir sur blanc ce en quoi va consister notre enquête, et ça rejoint notre interrogation, on se rend compte qu'il y a peut-être quelques failles, il y a peut-être quelques lacunes, il y a peut-être quelques faiblesses méthodologiques sur la constitution du groupe de personnes que l'on va enquêter, sur la problématique de la saturation des données. Voilà, par exemple, beau concept aussi. Là j'ai choisi la solution facile en m'attaquant au concept du développement. J'aurais pu prendre les concepts de l'anthropologie, la saturation des données. Alors, encore une fois, je ne veux pas décourager les étudiants dans la salle qui ont commencé des études en anthropologie. Continuez, c'est intéressant. Je dis simplement que la saturation des données, voilà. Donc, il y a un entre-soi intellectuel qui consiste à dire on sait de quoi on parle, mais il n'y a que nous qui savons de quoi on parle quand on parle de saturation des données. Si on ne l'explicite pas aux autres, comment voulez-vous qu'ils vous croient sur parole? Et pour quelle raison ils vous croiraient sur parole? Que c'est producteur de données de qualité, etc. Donc je crois que c'est ça aussi, hein. Il faut vraiment être explicité au maximum, même si ça nous met mal à l'aise parce que ça nous pousse dans nos retranchements, nos techniques de collecte de données et d'analyse. Il n'y a pas de raison, les autres le font, il faut qu'on le fasse aussi. Oui. Vous voulez rebondir, d'autres questions? Oui, et il faut acquérir un langage aussi, comme vous l'avez souligné, un langage qui soit un langage commun et partagé par... au-delà du sens commun, il faut réinterroger un certain nombre de concepts que nous tous nous utilisons dans les différentes disciplines comme passe-partout. Ça, c'est clair qu'il n'y aura pas d'interdisciplinarité scientifique réelle fondée sans quelque chose qui soit de l'ordre du langage commun.
Peut-être juste un commentaire là-dessus. Parce que ça me semble vraiment être une menace. Enfin, vous allez peut-être me trouver un peu pessimiste sur la vie des sciences sociales, mais c'est une menace qui pèse sur les sciences sociales. En gros, je vais le répéter un peu. En gros, on travaille sur des sujets de sens commun. Hein. On a l'impression qu'on est au cœur de l'explication du monde comme il va. Hein. Bon, sauf que les sujets sur lesquels on traite, les sujets sur lesquels on est attendu au tournant, quelque part, c'est d'autres qui les exposent, c'est d'autres qui descendent dans la haine. Voilà, c'est d'autres, c'est qui? C'est pas péjoratif, c'est des journalistes scientifiques, c'est des essayistes, c'est des penseurs, etc. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis clair. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a qu'un physicien de l'atmosphère qui peut aller à une tribune nous expliquer les relations entre les courants marins et les courants atmosphériques. Hein, vous voyez, c'est pas un individu lambda qui peut se lever et dire ce qu'il en pense. Par contre, tout le monde peut se lever et dire ce qu'il pense de la montée du nationalisme. Il ne le dira pas comme ça. Dire ce qu'il pense des migrations, on ne se gêne pas pour le dire. Donc, je crois que vraiment, si on laisse les non-scientifiques, dans le périmètre que j'ai dit tout à l'heure, s'approprier ces questions, on n'aura plus besoin des sciences sociales, alors que par ailleurs, on pense qu'il y a qu'elles pour nous éclairer sur le monde. Hier, le philosophe qui a participé à la table ronde, Cédric Brun, que tu connais, Julien, disait que notre difficulté en tant que, pas seulement sciences sociales, mais humanité et sciences sociales, les humanités, c'était de ne pas avoir su, et c'est ce que disait Pierre Benoît Joly aussi, de ne pas avoir su construire un capital de nos connaissances et de nos, je vais utiliser un mot qui maintenant aussi de nos compétences, et qu'on a ce défaut qu'il est temps, ayant ce défaut, de se mettre à construire, à travailler pour bâtir ce capital que les scientifiques disent, les sciences exactes, dures, ou ce qu'on voudra, ont eux, bien sûr, ils ont réussi à capitaliser sous des tas de formes différentes. Et nous, c'est peut-être cette construction-là qui nous manque, qui nous fait défaut, et dans certaines disciplines plus cruellement que dans d'autres. Je pense bien sûr aux lettres, à l'histoire, voilà, c'est ce que c'était une réflexion qui m'a semblé non seulement pertinente, mais constructive, parce que c'était comme un appel précisément à organiser quelque chose au lieu de rester en retrait de ce que nous pourrions faire dans cette démarche d'interdisciplinarité avec. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je veux bien apporter un. Ah, d'accord. Julien Marie, qui est le responsable scientifique de la MSH. Donc juste pardon, Julien Marie, historien et référent scientifique à la MSH. Non, c'est juste pour réagir exactement à ce que tu viens de dire, Anita, et aux échanges qu'on a pu avoir hier sur le fait de construire un capital de nos connaissances et de nos compétences, et je dirais aussi de nos différences, aussi d'une certaine manière, entre elle, SHS, etc. Oui. Il me semble que ça parce rejoint. Qu'il s'agit de ne pas tout écraser. C'est ça, voilà. Ça rejoint aussi l'idée d'objectiver justement nos méthodes, nos façons de travailler, etc., de le faire savoir auprès des autres, etc. Et au-delà de ça, finalement, je me posais la question s'il n'y avait pas aussi des points communs. Je m'approche du micro. S'il n'y avait pas aussi des ponts communs aussi des ponts tout simplement à construire aussi avec entre LL et SHS et Sciences Dures aussi sur finalement des choses aussi élémentaires que la séparation classique finalement entre théorie et empirisme par exemple. S'il n'y avait pas quelque chose à sur des notions aussi élémentaires que ça, qui relèvent de pratiques de recherche bien ancrées, et s'il ne fallait pas partir de ça finalement aussi pour construire une bonne interdisciplinarité et justement administrer
et objectifier en quelque sorte nos méthodes. Moi, il me semble qu'en partant voilà, de choses aussi élémentaires que ça peut aussi fonctionner. Oui, je suis d'accord. Peut-être qu'on ne construit pas l'interdisciplinarité sur les bonnes bases. Donc, ce que vous dites, c'est un exemple. Et que parfois, en voulant la construire sur des thématiques dont on pense que chacun a quelque chose à dire, finalement, la relation est parfois assez illégale et pas forcément très productive. Bon. Après, il y a aussi un constat qu'on doit faire, c'est que moi, vous m'aurez compris, je suis pas du tout dans la victimisation des sciences sociales et parmi les sciences sociales de l'anthropologie. Je pense qu'il faut sortir par là aussi. C'est pas des faiblesses dans lesquelles on nous assigne ou qu'on s'assigne. Mais ceci étant, et un exemple de ça, qui n'est pas forcément auquel on pense le plus spontanément, c'est que c'est vrai que les sciences sociales se plaignent d'être instrumentalisées et d'être toujours rappelées pour être leur supplément d'âme aux sciences dures. Ce d'autant plus que dans les appels à projets, de plus en plus, y compris sur les questions par exemple de changement climatique, on va demander à ce qu'il y ait des sciences sociales. Mais comme je disais tout à l'heure, à mon avis, il n'y en a pas assez. Donc voilà, le chercheur en sciences sociales, il n'aime pas trop être la dernière roue du carrosse et ne pas être associé dès le début à des protocoles. Oui. Par contre, et ça doit interroger nos disciplines, on a au bout du compte, malgré ce que je viens de dire, beaucoup plus de projets interdisciplinaires qui ont un argument de sciences dures qui convie des sciences sociales que l'inverse. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas des objets qui peuvent être pensés a priori que par les sciences sociales. Bon, par exemple, l'éducation des filles versus des garçons, la question de l'immigration, même si on peut y mettre du changement climatique. Voilà. Non, je parle de sujets qui sont forcés par les sciences sociales, auxquels rien n'interdirait d'associer des sciences dures ou des sciences de la mesure. Et on ne le fait pas. De tester l'interdisciplinarité et peut-être de nous renforcer dans nos assises méthodologiques. Oui, est-ce qu'il y a une question, une dernière question? Non? Oui, attendez, je vais vous faire passer le micro. Une seconde. Il faut que vous parliez dans le micro. Merci beaucoup pour votre bien d'intervention. Moi, je me sens Lisa, je suis des sciences de gestion. Et durant l'atelier de recherche et action participative, il y a un truc, il y a quelque chose que l'intervenante a relevé que j'ai trouvé pertinent. Parce que dans les sciences dures, par exemple, il y avait un biologiste qui nous disait bien avant que chez eux, ils ont des contraintes de temps. Dès en 3 ans, il faut que la thèse soit finie par l'étudiant, par exemple. Et nous, par exemple, en sciences humaines et sociales, il peut se poser, par exemple, la contrainte de temps. Par exemple, si on observe des faits sociaux, on ne pourra pas avoir des résultats. Parce que si on est appelé à donner des résultats en 3 ans, il peut arriver que sous les contraintes de temps, de financement, en 3 ans, et c'est pas bouclé. L'observation, souvent participative, elle prend beaucoup plus de temps. Elle prend beaucoup plus de temps. Et vous avez beaucoup épilogué sur l'anthropologie, par exemple. Mais je trouve aussi qu'en sociologie, il faut, si l'observation elle est participative, ça demande un certain nombre de temps. Et s'il y a aussi l'action, ça demande aussi, comme on a dit, l'interaction avec les acteurs qu'on observe, ce qui demande aussi beaucoup plus de temps, je pense, que dans les recherches dures. Je ne sais pas si je me suis compris. Oui, bon,
La communication n'était pas très bonne, mais je vous ai compris, hein, c'est un peu la mise en miroir de la durée des thèses en sciences dures versus en sciences sociales, les 3 ans qui sont contraignants. Mais d'abord, c'est une illustration de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas les sciences sociales qui dictent leur loi à l'université, ça se saurait. Hein. Bon, sinon, je m'excuse d'être un peu direct, mais sinon, une bourse de thèse de 4 ans, voire de 5 ans, et pas de 3 ans. Ça, on est bien d'accord. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est, je pense que plus largement, c'est qu'on doit avoir une réflexion. Enfin, c'est pas moi qui vais vous dire, je suis pas enseignant-chercheur, je suis que chercheur. Je parle à des universitaires. C'est qu'à mon avis, c'est la thèse même a changé de nature. La thèse a changé de nature. Je pense qu'on est dans des thèses peut-être moins ambitieuses que par le passé. Et donc toute la difficulté, c'est d'avoir quand même une forme d'ambition méthodologique et théorique, et en la faisant tenir dans des durées qui nous sont imposées un peu aux sciences sociales. Bon. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, ça semble bizarre que la taille de la thèse diminue d'année en année. On a de plus en plus des documents qui relèvent d'une mémoire de master développée. Hein. Après, c'est juste un choix que l'académie, que l'université doit faire sur qu'est-ce que c'est une thèse. Il fut un temps où c'était presque un aboutissement. Aujourd'hui, c'est quand même plus un moyen de passer à l'étape suivante. Hein. Voilà. Mais vous avez raison, il y a une vraie difficulté sur la réalisation du terrain dans les temps impartis, proposés par les autres disciplines et qui sont un peu imposés aux sciences sociales, même s'il y a des dérogations de 4e et 5e année, je pense. Oui, la connexion commence à être un peu fragile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Laurent Vidal, merci, que j'ai appelé Monsieur Laurent tout à l'heure, mais peu importe. Monsieur Laurent Vidal, merci infiniment de votre intervention, qui a été une belle clôture à des questions qui ont été débattues dans plusieurs ateliers, dans les tables rondes. Et je crois que la clarté avec laquelle vous nous avez évoqué ces questions d'interdisciplinarité et la netteté de vos propos, surtout la franchise aussi de vos propos. On ne construit pas l'interdisciplinarité comme ça sans construire les disciplines, finalement, ce qui a été dit, et que je crois qu'il faut répéter avec force. L'interdisciplinarité, surtout pour des doctorants, ne se construit pas facilement, en tout cas en thèse. Il y a quelque chose à bâtir, il y a quelque chose à penser, il y a quelque chose à élaborer en commun avec d'autres chercheurs, avec d'autres hommes, de façon à construire un objet commun. Mais il y a les dangers de l'interdisciplinarité, des différences qui sont là et qui demandent une maturation. Il faut une maturation pour qu'il y ait interdisciplinaire. Je crois que vous nous avez clairement indiqué cela. Merci infiniment. Je crois que nous allons remercier tous notre interlocuteur et notre intervenant surtout et lui dire bonne soirée. Enfin, je ne sais pas quelle heure il est 18h peut-être. Oui, un peu moins de 6 heures, et c'est moi qui vous remercie. Voilà, ça m'a amené à réfléchir à des questions qui m'intéressent depuis un certain temps, et c'est extrêmement intéressant. Merci pour l'invitation. Merci à vous.